Bonsoir et bienvenue à cette rencontre avec la poète Nicole Brassard. Mon nom est Anne-Josée Cameron et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer cette entrevue qui est présentée dans le cadre du 14e Festival Québec en toutes lettres. Je tiens à vous dire que l'entretien sera suivi d'une période de dédicace, donc n'hésitez pas à aller rencontrer Mme Brassard après l'entretien. Il y aura également une période de questions après la rencontre. C'est avec beaucoup de joie que j'accueille Nicole Brassard, femme de lettres, romancière, essayiste, théoricienne, éditrice, militante, poète avant tout. On découvre sa poésie en 1965 avec À l'aube de la saison dans le recueil 3. La même année, elle fonde La Barre du jour, une revue littéraire qui va redonner un élan à la poésie au Québec. Ensuite viennent Mordre en sa chair et L'écho du beau, publiés respectivement en 1966 et 1968. Elle publie 3 anthologies, dont l'anthologie de la poésie des femmes du Québec. En 1970 paraît son premier roman, un livre qui la fera connaître hors de nos frontières. En 1970, toujours, elle participe à la Nuit de la poésie, la mythique Nuit de la poésie. En 1976, elle fonde le journal féministe Les Têtes de pioche. Elle co-réalise le film Some American Feminist et participe à l'écriture collective d'une pièce qui va faire beaucoup de bruit, La Nef des sorcières. En 82, elle fonde une maison d'édition, l'Intégrale éditrice, qui va se concentrer sur les publications féministes. Sa production littéraire est impressionnante. Une trentaine de recueils de poésie, plusieurs romans, 3 essais, dont « Et me voici soudain en train de refaire le monde », de nombreux écrits et articles en prose, du théâtre même, avec La Nef des sorcières, on l'a mentionné, et Je ne suis jamais en retard. L'œuvre de Nicole Brassard a été maintes fois récompensée. Elle a reçu le prix du gouverneur général 2 fois, en 1974 et en 1984, respectivement pour Mécanique jongleuse et Double impression. Elle a été récipiendaire 2 fois du prix international de poésie de Trois-Rivières. Elle a reçu en 1991 le prix Athanase David, le prix littéraire le plus prestigieux décerné par le gouvernement du Québec. Elle reçoit en 2006 le prix Molson pour l'ensemble de sa carrière. Elle est nommée en 1993 à l'Académie des lettres du Québec, fait chevalière de l'Ordre de la Pléiade en 2008. En 2010, officier de l'Ordre du Canada. 2013, chevalière de l'Ordre national du Québec. En 2018, compagne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Et elle reçoit en 2022 le prix Gilles Corbeil qui est remis tous les 3 ans. Et croyez-moi ou pas, mais ce n'est qu'un tout petit aperçu des prix que Mme Brassard a récoltés. Alors voilà, ces écrits. Ces écrits ont été traduits en plusieurs langues, dont le slovène, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le portugais. L'œuvre de Nicole Brassard marque 50 ans d'histoire littéraire. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole Brassard, mon Dieu. Bonjour. Excusez-moi, que de familiarité. Bonjour Nicole Brassard. Commençons par le commencement. Vous êtes originaire de Montréal et vous grandissez dans quel genre de famille, dans quel type de famille? Je dirais d'une famille moyenne, avec de bons parents, un bon papa qui me parlait de New York, qui me faisait rêver de New York et du cinéma aussi, et une maman qui était très, je dirais, dévouée, qui était sympathique, etc. Donc, je parle rarement de mon enfance parce que qu'y a-t-il à dire sur une enfance heureuse, normale, naturelle? Et sinon que l'école, la camaraderie, le plaisir de l'étude et un plaisir qui était déjà très grand dès que je pense que j'ai eu 7 ou 8 ans, c'était de me rendre à l'école, de marcher. Et pour moi, marcher, c'est équivalent, comme pour beaucoup d'écrivains, au plaisir de la rêverie, de la flânerie dans les pensées. L'âme du poète était déjà là. C'était là, en tout cas, oui. Est-ce que vous baignez dans un univers où il y avait beaucoup de livres?
Non, il y avait très peu de livres, comme beaucoup d'auteurs de mon âge ou un peu plus jeunes même. Il y avait peu de livres. Il y avait L'homme, c'est inconnu de Alexis Carrel, je crois. Ça, je me souviens parce qu'on prononçait souvent ce nom. Et L'homme, c'est inconnu, c'était mystérieux. Donc, ça attirait un peu ma curiosité. Et Dieu sait qu'on l'a étudié par la suite, mais différemment. Donc, outre ces rêveries qui déjà démontraient votre caractère, est-ce qu'on peut dire introspectif, sensible, rêveur, quel a été le chemin qui vous a mené à l'écriture? Alors là, il faut parcourir le temps un peu plus rapidement pour arriver à l'adolescence. Donc, c'est à partir de l'adolescence que la vraie rencontre avec les livres se fait. Oui, je suis une écrivaine de l'adolescence. J'ai souvent dit qu'il y avait les écrivaines de l'enfance. Moi, je suis une écrivaine de l'adolescence, c'est-à-dire de la rébellion, de la transgression, de la sexualité dans certains livres, etc. Oui, c'est une énergie d'adolescence qu'on va retrouver dans l'écriture. Et ça, je le dis d'une manière très positive quand je dis une énergie d'adolescente, parce que c'est une énergie existentielle, en fait. Qu'est-ce qu'on fait à l'adolescence? On se pose les grandes questions sur la vie, sur le sens de la vie. Et on découvre aussi, tout dépendant bien sûr de notre être, mais moi je me suis souvent dite exploratrice, donc on découvre aussi. Donc, la quête de sens qui va vous habiter toute votre vie, qui va traverser votre œuvre, elle naît de cette rencontre avec l'écriture très jeune. Donc, tout est là. Le ferment, en tout cas, est là. Je pense que oui, Et par la suite, évidemment, elle va être habitée des lectures, d'un autre temps un peu plus long, mais fondamentalement, oui. Et du plaisir de la lecture, et par la suite du plaisir de l'écriture en tant que telle. Vous étudiez la littérature à l'Université de Montréal et déjà, vous êtes très impliqué, on est en 1965, puisque vous allez fonder la Barre du Jour. Dans quel contexte, parce que vous êtes la seule femme, la seule cofondatrice de la Barre du Jour, vous l'avez écrite avec 3 écrivains, dans quel contexte vous avez rencontré ces écrivains et comment est venue l'idée de créer ce journal, cette revue qui a été extrêmement importante pour le milieu littéraire du Québec? C'était une époque où ça bougeait beaucoup. Les jeunes adultes de 20 ans, 21 ans qu'on trouvait à l'université travaillaient très fort à changer le monde. Le Québec, à changer le Québec et à changer le monde. Et je pense qu'on faisait partie de cette génération-là. Les 3, Roger Soublière, Marcel Saint-Pierre, qui était peintre, et Jean Stafford, s'intéressaient à la poésie, au langage, tout comme moi. Et on se disait que on aimerait passer à autre chose, peut-être qu'à la description de la nature. C'est comme dans un changement de génération, il y a un désir du nouveau qui surgit avec chaque génération. Et c'est ça. Il y avait une coupure à faire qu'on a fait à la fois théoriquement, concrètement de par les textes, mais aussi on revenait au passé à travers la chronique que nous avions qui s'intitulait « Les inédits » où nous redécouvrions des poètes québécois qui étaient absolument inconnus. En fait, on découvrait la littérature, à l'époque on l'appelait canadienne-française, mais on découvrait la littérature québécoise. Et ça, c'était un bonheur de voir qu'il y avait eu des poètes merveilleux, voilà. Est-ce qu'il y avait des femmes dans ces poètes que vous remettiez de l'avant ou que vous redécouvriez? À l'époque de la Barre du Jour, non. Il y avait Anne Hébert et Rina Lanier qui étaient là, qui accompagnaient Sidney Garneau et Alain Grandbois. Mais c'est beaucoup plus tard, lorsque Lisette Giroir et moi avons préparé l'anthologie de la poésie des femmes au Québec, que là, on a pu voir le cheminement des femmes selon les époques, selon le temps, selon ce qui était permis et vivable pour elles aussi, pour en arriver à 1991, à la liberté de toute une nouvelle génération. Donc, vous étiez l'une des seules femmes qui évoluait à la Barre du Jour, mais dans le milieu littéraire montréalais. Comment étiez-vous accueillie? Ben, c'est-à-dire que je pense que j'étais accueillie
poliment, comme une jeune femme dans le milieu. Et je pense que les gens s'intéressaient à ma façon d'écrire aussi. Mais j'étais seule, effectivement. Il y avait Michel Lalonde, et peut-être une femme ou deux, mais il n'y avait pas d'investissement chez les femmes dans le milieu littéraire. Moi, j'ai investi dans la Barre du Jour parce que j'étais curieuse, ça m'intéressait, j'étais passionnée aussi. Et donc, la Barre du Jour étant une revue poétique, vous publiez en 65 aussi vos premiers textes poétiques. Est-ce que déjà vous aviez l'idée que vous vouliez adopter une posture poétique pour l'existence, que c'était la façon dont vous vouliez voir le monde? Je ne sais pas si ça allait jusque-là. Je pense que ce qui était le moteur, c'était d'écrire un poème, écrire, lire et écrire, et sans doute écrire différemment de ce que je lisais. C'est ce qui s'est installé au départ. Je ne disais pas « je suis poète ». De toute façon, si on lit, on ne le dit pas à 20 ans. Là, on dit quand les gens s'en sont aperçus. Et donc, j'étais investie dans l'écriture, mais je ne disais pas « je suis poète ». Ça, Et comment vous avez vécu cette entrée en littérature? Parce que vous étiez, Anne Hébert et Rina Lanier, c'est quand même pas n'importe qui. Vous étiez peu, des femmes de qualité. Est-ce qu'il y avait un sentiment quand même, d'accomplissement, d'entrer dans un monde où on faisait encore peu de place aux écrivaines, aux femmes, en fait? Mais à ce moment-là, moi, je me voyais comme un poète révolutionnaire. Donc, j'avais aucun problème de féminité. C'était la révolution, le changement, la modernité. C'est ça qui était le moteur principal. Et oui, à un moment donné, je me suis entendue dire ça. Oui, avant, j'étais un ange, j'étais un poète révolutionnaire. Et le travail de questionnement s'est fait par la suite avec la conscience féministe et l'amour lesbien. Les deux ont travaillé ensemble à la formation d'un certain nombre d'énoncés, parfois politiques, parfois poétiques. Je voyais une vieille entrevue de Radio-Canada que j'ai retrouvée dans les archives où vous disiez, il y a un moment où je me suis rendu compte que mon entourage littéraire, ou pas mon entourage, mais que mes lectures n'étaient que masculines. Et qu'à partir de ce moment-là, il y avait une prise de conscience pour découvrir quelles étaient les voix, ces voix de femmes qui existaient aussi dans l'art, la culture, l'écriture. C'est très juste, mais ça coïncide avec aussi la pratique de l'écoute des autres femmes. C'est-à-dire qu'on peut dire, dans les années 74-75, les femmes se réunissaient souvent pour parler de leur vie. Elles mettaient toute leur information au centre de la table. Et à un moment donné, on se disait, mais ça ne peut pas être Louise, ça ne peut pas être Janine. C'était toutes les femmes qui disaient, qui racontaient ce qui leur était arrivé. Et on se rendait compte, peu à peu, qu'il y avait un système qui organisait la vie de cette façon-là. Et par la suite, chacune fait sa réflexion, et moi, je l'ai fait beaucoup à travers l'écriture, un certain questionnement qui viendra avec La mer ou Le chapitre effrité, entre 75 et 80, ou même on peut dire 75 et 80, c'est à ce moment-là que les textes de réflexion sont apparus. Vous avez de très beaux mots pour dire, dans La mer ou Le chapitre effrité, vous dites « j'ai tué le ventre ». Et c'est un rapport fort à la féminité, à la condition de la femme. Et je me posais la question, quel était votre rapport à la maternité? Est-ce que c'était une entrave? Est-ce que ça faisait partie de ce parcours, de cette condition de femme? C'est intéressant, je parlais tout à l'heure de la rencontre de la maternité et de l'amour lesbien. Et les deux ont dû se rencontrer. Comme lesbienne, j'étais très marginale dans la société, selon les valeurs de la société. Et comme mère, j'étais une femme comme toutes les autres femmes. Et c'est là que le questionnement s'est constitué. Et quand je disais, parfois la féministe ne connaît pas la réponse, mais la poète trouve toujours une réponse. D'ailleurs, vous avez une très belle poésie érotique sur l'amour lesbien, puis
très tôt, là, dans les années avec la menthe et même un peu avant. Et je me posais la question, il y a 30 ans, parler d'amour homosexuel librement, il y a 40 ans, est-ce que vous étiez, c'était l'inconscience de la jeunesse ou c'était un geste de résistance? Parce que c'était extrêmement audacieux. Oui, mais c'est ça, les gens disaient, mais tu étais très courageuse, Nicole. Non, j'étais très heureuse et ça se transmet aussi, les états de bonheur, ça se partage. Et c'est venu très, très naturellement. La question de la censure ne s'est même pas posée. Par la suite, oui, je pense que les gens ont critiqué, ont dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est énervé, qu'est-ce qu'elle raconte, etc. Mais il y avait sans doute une naïveté et elle est extrêmement précieuse quand elle nous permet d'aller plus loin, de transgresser, mais librement, si je peux dire. Oui, l'idée de transgression est restée Oui. chez vous importante, toujours dans l'écrit, dans le texte, dans les thèmes abordés. Oui, je pense que oui. C'est installé quelque part dans notre dans ma mythologie personnelle, absolument. Vous avez donc, on le dit, vous avez été une écrivaine, une femme acteur de votre milieu. Vous avez joué un rôle dans le milieu littéraire. Je pense que c'était important. On le voyait, vous étiez extrêmement impliquée. Une des premières femmes à vivre de la poésie, à la porter. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous, autant de façon concrète que symbolique? J'avoue que je n'y ai pas pensé. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et il y avait une écoute. Il y avait une écoute féministe, il y avait une écoute lesbienne, il y avait une écoute aussi de la modernité. Et chez un certain nombre d'hommes, souvent homosexuels, il y avait une écoute. Alors, c'était là, mais je ne faisais que ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin. Et voilà. Donc, vous étiez profondément libre. Je pense que oui. Ou innocente, mais je préfère dire que oui, libre. Oui, tout à vraiment. fait. Oui, oui. Cette liberté-là, elle se retrouve dans vos textes, dans vos écrits, dans tous les projets que vous allez initier, parce que vous participez, vous avez à la fois une vie d'écrivaine très riche, mais une vie dans l'action, dans le concret. Vous allez initier de nombreux projets. Qu'on pense au film Some American Feminist que vous allez co-réaliser avec Luce Guilbeault et vous allez pouvoir rencontrer Simone de Beauvoir et perdre l'entrevue, si j'ai bien compris. Il a été perdu, en effet. Oui, c'est ça, malheureusement. Oui. Je ne sais pas par quel mystère. Mais... Vous allez participer à l'écriture de la Nef des sorcières. Vous allez écrire, entre autres, le monologue de l'écrivain qui donne déjà une... Diriez-vous que le monologue de l'écrivain donnait déjà une bonne vision de votre vision de l'écriture? Et peut-être que pour les gens qui ne l'ont pas lu, vous pouvez nous dire un peu ce que vous abordiez dans ce monologue? En fait, c'est la création, c'est la reproduction, mais c'est la création. Toute femme est une créatrice dans la mesure où elle est artiste, mais aussi mère en tant que telle. C'est un lien qui a été établi. Et Luce Guilbeault, qui faisait la mise en scène, a choisi de faire en sorte que la comédienne ait les pieds dans les étriers, comme si elle accouchait. Et j'ai revu l'année dernière la vidéo qui avait été faite à l'époque et il était très, très violent, mon monologue. Parfois, il y a une certaine douceur, mais à un moment donné, le texte s'enflamme. Il était porteur d'un désir très, très fort, peut-être aussi puissant de changement. Oui. Et c'était le monologue c'était le dernier monologue du spectacle. C'était l'avant-dernier monologue. Le dernier monologue, c'était celui de la lesbienne. Et il était très impressionnant aussi. C'est-à-dire que Paul Pelletier jouait le texte de Marie-Claire Blais et jouait son propre texte. Alors, dans le texte de Marie-Claire Blais, c'est une femme qui attend une autre femme, etc. Et soudain, elle enlève sa perruque. La haine, je vous déteste tous. Et paf, le monologue sur la lesbienne est parti. C'était extra. J'en ai encore des frissons, là. C'était d'une beauté, d'une splendeur, je dois dire. Oui. Un spectacle qui a fait vraiment fureur, qui a suscité des commentaires. C'était quelque chose, quand même. À l'époque, c'était une prise de position importante que la Nef des sorcières. Là. Très, très importante. Et ça a été important, bien sûr, pour les écrivaines dans leur vie
personnel, pour les comédiennes aussi, et tous les gens, les spectateurs et les spectatrices. Parfois, on voyait le monsieur qui disait « Chérie, ça ne nous arrivera pas, nous, on est très différents de ce qui arrive dans cette pièce, etc. » Non, c'était poignant, là, comme texte, comme flamèche pour enflammer, et l'imagination et la conscience aussi. Et oui. Et j'avais le sentiment que dans le texte que vous aviez écrit dans l'écrivain, il y avait aussi cette idée que la vie, que les mots étaient une libération, que tout passait par l'écriture, que c'est la seule... C'était une forme d'émancipation. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais est-ce que c'est ce que vous ressentiez en l'écrivant? C'est le sentiment que j'avais en lisant ce livre-là, que ça témoignait de l'importance de l'écriture pour vous, en tout cas. Le monologue de Oui. l'écrivaine, absolument, oui, oui. Mais l'écriture, en tant que... Je dirais que c'est presque un fétiche. Pour moi, c'est d'une importance capitale parce que c'est une ouverture sur la liberté, celle d'écrire, donc de dire ce que l'on veut écrire, mais de la lecture aussi. C'est l'essentiel de lire, écrire et transmettre aussi, parce que chaque fois qu'on transmet ce plaisir et ce désir, on transmet un plaisir de liberté et un désir de liberté et une possibilité de liberté. Parce que la lecture et l'écriture, qu'on le veuille ou non, ouvre la conscience, la multiplie, crée de l'espace aussi dans notre conscience et dans notre identité, si je peux dire. C'est un vecteur de force, hein? La force que l'espace, que l'esprit va créer, va amasser aussi avec la connaissance, avec la création. Vous allez présenter les premières anthologies. Votre première anthologie, c'est l'anthologie de la poésie des femmes du Québec, au Québec, pardon, des origines à nos jours, de 1677 à 1988. Qu'est-ce qui va être le moteur de cette anthologie que vous allez écrire avec Mme Giroir? Le moteur, c'est tout simplement, nous devons connaître, je vous ai parlé au début avec la barre du jour, découvrir les auteurs. Nous devons connaître ce qui est arrivé, comment cela s'est produit chez les femmes. Et on a même commencé avec Marie de l'Incarnation. Et puis, ça a été bien tranquille au 19e siècle. Mais au début du 20e siècle, alors là, c'est foudroyant parce qu'il y a beaucoup de femmes éduquées, beaucoup de femmes journalistes, et comme Jovette Bernier, et elles vont écrire des textes majeurs. Elles n'ont pas été reconnues, ou très peu, seulement par quelques amis, très peu. Et en fait, elles ont été oubliées, sauf Jovette Bernier qui avait fait beaucoup de radio, etc. Et donc, ça, c'est majeur dans notre histoire littéraire. Et par la suite, c'est Dieu, famille, patrie. C'est d'un ennui mortel. Et pourtant, c'est à cette période-là que vont surgir nos deux grandes écrivaines, Anne Hébert et Rina Lanier. Voyez? Et puis, on va poursuivre. Dans les années 50, ce sont des femmes qui vont écrire un seul recueil. Un bon recueil pour la plupart d'entre elles. Un seul recueil parce qu'il n'est pas accueilli. Beaucoup d'intellectuels et d'artistes vont à New York ou d'autres vont à Paris, comme souvent les gens du Refus Global, etc. Mais les femmes, elles aussi d'ailleurs, vont à Paris aussi, mais c'est l'histoire d'un seul livre et puis un silence s'installe en elles. Et puis, donc, on traverse cette période. Et puis, au début des années 60, donc, il y a quelques-unes qui commencent, je crois, des œuvres. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui vont vouloir écrire toute leur vie. Isabelle Legris, Gemma Tremblay, et que l'Hexagone va publier, va republier. Gaston Miron les connaît et va choisir de les publier. Et par la suite, bon, il y a Michel Lalonde, Suzanne Paradis de Québec, bien sûr. Et puis, je vais être là, le premier recueil 1965. Et puis, alors, par la suite, c'est quand même un peu plus lent, mais le déferlement va se produire avec la vague de féminisme, avec la possibilité d'écrire pour beaucoup de femmes. Alors, plusieurs vont écrire et plusieurs et peu vont poursuivre parce qu'il y a publié, parce qu'il y a une urgence de publier et puis continuer, c'est-à-dire en faire sa vie et le désir de sa vie aussi. Oui. C'est ce que vous avez fait de votre vie. Oui. Pourquoi?
Parce que je suis heureuse dans l'écriture, parce que l'écriture donne de la connaissance et donne du plaisir. Mais c'était une pulsion vitale C'est comme pour une vous, il n'y avait pas exploration. d'autre... C'est comme une exploration. Et d'ailleurs, j'ai souvent fait cette analogie avec l'écriture. Je suis une exploratrice, je suis une chercheuse d'inédit, de renouveau. Donc, c'était tous des éléments extrêmement stimulants et qui le sont toujours, toujours. Et j'ai souvent été inspirée aussi par la biologie, l'œil, le cerveau. J'ai toujours eu une grande curiosité qui se poursuit encore maintenant sur le corps, mais sur les nouvelles technologies, voilà. Ça, il y a une curiosité fondamentale parce que j'ai souvent dit que j'écris pour comprendre. Je veux comprendre si j'ai les moyens pour le faire. J'essaie de me donner tous les moyens pour comprendre ce qui est incompréhensible. L'extrême violence, la violence, ce sont des éléments incompréhensibles. Et je dois dire aussi, si je reviens à plus jeune, qu'il y avait quelque chose qui me scandalisait profondément et qui m'a scandalisé toute ma vie, c'est le mensonge. Le mensonge qui est l'outil le plus utilisé pour fonctionner dans nos sociétés. Probablement dans toutes les sociétés, et nous mentons tous, pour employer le titre d'une œuvre de Normand de Bellefeuille, nous mentons tous. C'est le mensonge. Qu'est-ce que c'est que le mensonge qui permet l'injustice et qui va permettre la violence, qui va même socialiser l'injustice et socialiser la violence? Et le premier mensonge, je m'excuse, mais il était religieux, bien sûr, même très jeune. Je me disais, il y a un problème de logique là, dans leur raisonnement. Vous ne croyez pas ça, sortir de la côte de quelqu'un? Alors, voilà. Mais c'est intéressant parce que donc, la poète que vous êtes, que cherche du sens, et ce sens-là se trouve bien sûr dans l'écriture, mais dans tout ce qui la nourrit. C'est très sociologique. Au début des années 60, la poésie était aussi très politique, mais il y a un regard très sociologique à travers vos écrits. Il y a Même toujours si ce n'est pas un regard prémisse de base. politique. Oui. Il y a toujours un regard provocateur, transgressif et politique. Parce qu'on peut être un écrivain qui fait toujours de bons énoncés très justes, très équitables, très raisonnables. Moi, je fais un certain nombre d'énoncés très provocateurs, très souvent. Bon, chacun ses manières, mais ça n'empêche pas la réflexion et la logique aussi, tout dépendant de ce que j'écris. L'essai, je pense que j'essaie de réfléchir, d'être logique. Et quand je dis j'essayais de découvrir comment fonctionnait le patriarcat, parce qu'il utilisait à peu près toutes les ruses linguistiques, les ruses économiques, les ruses légales, les ruses de viol, tout était à son service. Et je disais que le patriarcat était comme un caméléon aussi. Il savait très bien changer de couleur et de forme en fonction des besoins du système. On parle d'écriture, de ce que vous avez écrit, mais quand je regarde vos débuts, toute cette implication, la barre du jour, la participation au milieu littéraire, à la vie littéraire, je me demandais à quel moment, quel temps reste-t-il ou où se trouve l'acte d'écrire? À quel moment vous écrivez? Parce que vous êtes toujours tellement dans l'action, il y a un tel élan qui vous pousse que je me demandais à quel moment vous trouviez, quelle est la place de l'acte d'écrire, en fait, à travers tout ça, à travers toute cette action dans le monde concret, si je peux l'exprimer ainsi. Ben, je pense que j'ai souvent utilisé l'image de recharger l'énergie. Après, on écrit, il y a une liberté tranquillement, c'est plus facile. Et là, je vais tomber dans l'action, justement. Je vais avoir besoin d'action. Et puis, après avoir réussi une revue ou un journal, je vais revenir à mon univers, à mon individualisme, à ma quête, à mon plaisir d'écriture. Mais pour moi, il y avait aussi, avec la conscience féministe, je me disais, il faut des lieux, il faut des espaces. Et que ce soit le projet d'une maison d'édition, que ce soit le journal Les Têtes de Pioche, que ce soit le travail avec Luce Guilbeault sur les filles pas les filles ont soif, mais sur la nef des sorcières, j'ai toujours eu le besoin d'offrir
une dimension sociopolitique au féminisme aussi, parce qu'il y a ce que chacune peut faire, mais je voulais investir dans le milieu culturel. Il y en a qui sont allés directement en politique pour changer le monde. Moi, c'était de laisser quelque chose dans le milieu culturel qui permette une ouverture dans ce sens-là, que je pense qu'il a toujours été là. Comme j'ai trouvé ça vital, qui est une librairie des femmes, des lieux où les femmes puissent se rencontrer, échanger. Parler, créer, Oui. comme dans votre maison d'édition aussi, Aussi. qui leur était consacrée, qui était consacrée à leur publication. On le disait d'entrée de jeu, votre œuvre est presque symptomatique de la vie littéraire de la seconde, en fait, de 50 ans de littérature. Et vous avez assisté, vous avez été partie prenante de grands événements. On parlait de la Nef des sorcières en 1976, mais également de la soirée de la poésie en 1970. Vous rappelez-vous de l'état dans lequel vous étiez au moment de cette soirée? Quel souvenir en gardez-vous? Ben, je garde un souvenir, c'est certainement un souvenir de poésie, mais un souvenir de contre-culture aussi, parce qu'il y avait plusieurs éléments à ce moment-là qui jouaient, qui étaient contemporains les uns des autres. Il y avait la contre-culture, il y avait le nationalisme, le socialisme, il y avait plusieurs revues. Tout ça s'était croisé le soir de 1970, de la Nuit de la poésie. Et j'étais nerveuse, mais impressionnée aussi par ce qui allait appartenir à ma génération avec Raoul Duguay, etc. Par, évidemment, la génération qui m'avait précédée, Gaston Miron et Claude Gauvreau, que j'aimais beaucoup. Et tout ça s'est croisé. Des voix comme celle de Pierre Morancy aussi, les voix se sont croisées de la manière la plus intéressante, je pense, cette nuit-là. On a l'impression que tout était possible. Vos écrits, vous entrez à l'université, vous créez la revue Le Bar du Jour, qui est une icône là, maintenant dans le milieu de la littérature. Vous devenez poète. L'inspiration ne vous fait jamais défaut. On imagine une quarantaine de livres en 50 ans, c'est aux 14 mois ou à peu près. C'est quand même être assez prolifique. On a l'impression qu'il y avait cet élan vital très, très fort qui menait votre trajectoire. Et pourtant, il y a eu un temps de pause. Entre 80 et 84, je me demandais pourquoi. Entre 80 et 84. Oui. Mon père est décédé en 1982 et ça m'a pris à peu près 4 ans pour comprendre, pour vivre le deuil aussi, parce que je savais que j'étais différente, mais je ne savais pas pourquoi. Et soudainement, j'ai eu le flash, j'ai compris que j'étais en état de deuil. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez me dire, mais en général, les gens s'en aperçoivent immédiatement, pas nécessairement. Et donc, un temps de pause, ben, il y a eu Picture Theory, il y a eu le deuil, il y a eu de l'amour aussi, qui a reconstruit le manuscrit sans doute de Picture Theory. Oui, je pense que la vie d'écriture est inévitablement associée à nos grandes joies et à nos deuils. Vous êtes une grande amoureuse. L'amour, le désir est une part importante de vos écrits. Oui, oui, absolument. Oui, c'est le désir amoureux, mais le désir d'écrire et le désir de vivre aussi. C'est la rencontre de ces trois désirs-là qui fait qu'il y a un allumage qui fonctionne bien, je l'espère, avec la langue, le langage, la découverte aussi. Dans vos entretiens au fil des ans, vous avez toujours dit que pour vous, l'écriture était un plaisir, que ce n'était pas du tout douloureux l'acte d'écrire, au contraire. Est-ce qu'il y a un plaisir spécifique à l'écriture poétique et à l'écriture de fiction ou à l'écriture romanesque? Je pense que pour moi, le grand plaisir, il est associé à la poésie. Et j'ai toujours dit que je n'étais pas une femme de narration. Je raconte très peu.
Mais j'ai besoin de la prose, cependant. Et c'est important d'identifier les moments où on a besoin. Je sais que c'est de la poésie que je vais écrire, ou je sais que je dois passer par la prose. Et à un moment donné, je pensais que j'allais écrire un roman. J'ai laissé le temps à passer. Je ne l'ai pas écrit, mais j'ai retrouvé ce besoin de prose dans le prochain recueil de poésie que j'allais écrire. En d'autres termes, on ne peut pas dire « va-t'en prose, je veux de la poésie ». Non, on peut le dire, mais ça nous rattrape tôt ou tard, en fait. La forme nous choisit. La forme nous choisit comme l'état d'être choisit les pronoms que nous voulons utiliser. Si on doit utiliser un « je », un « tu », un « vous », ou un elle romanesque, etc. Ah oui, ça, c'est pas véritablement nous qui choisissons les pronoms, c'est vraiment eux qui s'imposent dans notre relation au monde, dans notre dialogue. Et c'est intéressant parce qu'au Québec, on a utilisé beaucoup le « tu » en poésie, et ce qui l'a rendu, en fait, on arrive à peine à discerner est-ce que c'est le « tu » d'adresse à l'autre ou est-ce que c'est le « tu » intérieur qui converse avec soi-même aussi. Ouais. Vous, votre amour des mots, il est connu. On en parle souvent de cet amour des mots, du texte. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappée dans plusieurs écrits, que ce soit dans le journal intime, que ce soit dans « Et me voici soudain en train de refaire le monde », dans Le désert mauve aussi, la traduction. C'est un thème qui revient souvent chez vous. Parlez-nous de l'importance de la traduction dans votre œuvre. Bien, la traduction, il y a des gens qui ont commencé à traduire mes textes pour deux raisons. En fait, il y a plusieurs raisons. Mais je pense que j'ai eu la chance aussi d'être traduite par des femmes qui déterminaient que c'était important pour elles de transmettre dans leur propre langue tel recueil ou tel autre recueil de poèmes. Il y a même un groupe de jeunes femmes italiennes qui ont publié une édition souterraine de Amante parce qu'elle voulait que les Italiennes puissent lire un recueil de poèmes d'amour lesbien. La même chose pour transmettre la lettre aérienne en anglais. C'est quelqu'un qui n'était pas nécessairement une traductrice, mais qui sentait le désir de pouvoir transmettre dans la langue en anglais les textes de la lettre aérienne. Et puis, évidemment, il y a des textes qui sont traduits par habitude, hein, c'est-à-dire qu'on donne le texte, vous traduisez ce texte-là, mais c'est arrivé dans le cas de la traduction de Baroque d'Aube en espagnol, et ça m'a fascinée aussi, parce que la personne traduisait très correctement les mots, mais elle était incapable de leur donner un relief dans le choix des mots qu'elle faisait. Donc, elle ne connaissait rien de l'auteur, elle ne connaissait pas vraiment la féministe ou la lesbienne, et donc elle a bien traduit les mots, mais d'une manière très plate, très sans texture du tout, sans aucun relief. Et ça, c'est une réalité qui surgit aussi dans le monde du travail, de la traduction. Et puis, il y a la traduction qui est faite dans le cas d'avoir un grand plaisir à traduire, c'est-à-dire en déjouant même l'auteur, donc une traduction ludique dont je parle aussi. Et ça s'est produit surtout avec d'autres auteurs canadiens en général, et un peu américains aussi. Vous disiez aussi dans le journal intime que la traduction vous forçait à vous dévoiler encore plus que l'écriture. Oui, ben, j'ai mentionné à un endroit parce que j'avais des séances de travail avec mes traductrices et elles me posaient, c'était épuisant, elles posaient vraiment des questions sur telle expression, tel mot, pourquoi avez-vous choisi, et j'ai trouvé ça fascinant. Puis tout leur texte était souligné en vert, en rouge, en jaune, et c'était admirable. Mais parfois, je ne savais pas comment répondre à la question. Mais en fait, la question était de ne répondre qu'à cette question-là, pas à l'esprit du livre. Et c'était très bien aussi. Et donc, c'est à travers l'habitude d'échanger fréquemment avec des traductrices
qu'est né ce projet du désert mauve aussi. Ben, je me disais, de toute façon, nous passons notre vie à traduire les autres, même lorsque nous parlons la même langue. On essaie toujours, mais qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire? C'est la même langue, mais pourtant, il faut interpréter, il faut déplacer le sens des mots, ou les gens oublient un mot, etc. Et donc, beaucoup de questions, et j'ai eu ce désir de me traduire du français au français avec le désert mauve. Et pour moi, c'était une très, très belle aventure que vous avez vécue un petit peu à Québec à travers Simon Dumas, qui a Oui, fait exactement, le exactement. spectacle multidisciplinaire. Oui. Et j'ai découvert en préparant cette entrevue avec vous qu'il y a même eu un opéra qui a Oui. été inspiré du désert mauve. Pouvez-vous nous présenter le désert mauve pour les gens qui ne le connaissent pas? Alors, le désert mauve, c'est un livre en 3 parties. Un premier récit d'une 50aine de pages. Deuxième temps, qui est celui de la rencontre avec une traductrice qui désire traduire ce livre-là et qui est québécoise et qui s'interroge sur le livre. Et moi aussi, je voulais en connaître plus sur mes personnages, sur les lieux, sur imaginer des dialogues. Et donc, il y a une autre partie, justement, où je reviens sur les personnages, j'essaie de les décrire, de les comprendre, parce que moi-même, j'étais curieuse de les connaître. Et la même chose pour les lieux, pour les objets, pour les pensées, etc. Et la troisième partie, c'est la traduction. Donc, c'est le même texte, mais avec des variantes constantes. Et c'est très, très intéressant la posture aussi que j'avais en écrivant la première partie et la dernière partie, la traduction. Dans la première partie, j'étais une écrivaine, j'étais moi-même en train d'écrire le début d'un roman. Et dans la dernière partie, j'ai senti que j'étais quelqu'un qui travaillait, je sentais le labeur différemment, qui était celui de traduire, parce que je ne pouvais pas... Mais là, on est vraiment dans la forme, le plaisir de la forme. C'est un livre parfait à l'université Oui. pour étudier soit la narration, les niveaux intradiégétiques. C'est vraiment ça, le plaisir de la forme dans ce livre-là. Oui, exactement, qui était créé par l'idée de dire le même texte, mais Oui. en d'autres mots, dans la même langue aussi. Oui. Et j'avais fait un petit recueil de poèmes aussi. Et ça, encore là, c'est du pur plaisir. J'écrivais le texte en français. Puis, comme c'était prévu pour un auditoire anglophone, je me disais, pourquoi n'essaies-tu pas de traduire toi-même? Et on commence à traduire un vers, deux, trois, quatre. Et puis, finalement, on fait un va-et-vient d'un texte à l'autre et on produit un objet rare, un objet différent en tout cas, et qui donne beaucoup de plaisir à construire, à concevoir aussi. Et c'est intéressant parce que le personnage de Mélanie est un peu, je trouve, d'une certaine façon, elle porte votre fulgurance, cet élan vital, ce questionnement sur le sens, la peur aussi qu'elle va évoquer souvent, qui naît, j'imagine, si j'ai bien compris, de la quête de sens aussi, de cette compréhension du monde. Et je trouvais que c'était, en lisant, en préparant cette entrevue, que ce personnage-là était un peu, c'était votre alter ego d'une certaine façon, consciemment ou pas. Certainement, et d'ailleurs, je dis que, pour moi, en tout cas, je donne, il y a l'alter ego, personnage, un personnage qui est différent, mais qui me ressemble à certains égards. Un seul personnage masculin qui regroupe des qualités ou des défauts masculins, mais quand il s'agit de qualités, elles peuvent m'appartenir aussi. Les défauts sont singuliers, etc. Et oui, je pense que dans un roman, on délègue au personnage une bonne dimension de ce qui nous appartient, ou entièrement, alors on parle de l'alter ego, ou partiellement. Et ça aussi, c'est intéressant à découvrir. En fait, je suis une femme de processus. J'aime comprendre ce qui arrive entre ici et là, ce déplacement, ce changement. Ça, j'ai toujours aimé ça. Et j'ai même dit que c'est parfois un avantage parce que lorsqu'on ne comprend pas et qu'on est fasciné par le processus de ne pas comprendre ce qui nous arrive, on est tellement concentré sur le processus qu'on arrive à éliminer un peu de douleur qui normalement apparaîtrait. Et ça aussi, c'est intéressant. Voilà. Parlez-nous de l'importance du mouvement.
Être en déplacement, j'adore le mouvement. Je vous ai parlé de la jeune enfant qui marchait, qui prenait déjà un plaisir très jeune à marcher de la maison à l'école ou parfois même à l'église parce qu'il fallait bien y aller à l'époque. Oui, le mouvement pour moi, c'est intéressant aussi de voir que c'est le mouvement, mais dans l'immobilité, parce que lorsqu'on est en avion ou en train, on ne bouge pas. Quelque chose d'autre bouge et ce sont nos pensées. Et pour moi, ça, c'est toujours un temps extrêmement précieux, celui du voyage en tant que tel, qui est l'immobilité dans l'extrême mobilité, qui est, qui est celle de l'avion ou du train ou de l'autobus. Et même, ça s'est même produit dans le recueil Je m'en vais à Trieste. J'ai même mis parfois des poèmes qui étaient situés à Montréal, donc dans la même ville. Parce que dans la même ville, dans l'autobus montréalais, ce mouvement qui peut être de 20 minutes, de 15 ou 20 minutes, il peut être très important aussi. Et le voyage, qu'est-ce que ça représente? C'est une force, c'est une matière, parce que le voyage est présent tout au long ou presque de votre écriture. Vous dites même qu'au départ, lorsque vous écriviez à la maison, il y a un moment où le voyage, les lieux autres sont devenus un lieu d'écriture aussi, ou qui faisait partie de votre rituel. Ben, le voyage, c'est toujours la découverte, c'est le déplacement de ce que l'on est, de ce que l'on pense être. C'est un déplacement aussi qui peut être majeur selon les pays, selon les cultures. Et les découvertes qu'on y fait. Et évidemment, ça permet l'écriture constamment. Mais remarquez que je suis toujours en voyage dans ce sens-là parce que le carnet m'accompagne la plupart du temps. Oui, et en fait, on passe une grande partie de nos vies en étant ailleurs. C'est-à-dire que notre corps peut être assis à tel endroit, mais on pense. Quand on pense, on est déjà ailleurs. Quand on peut penser à soi et aux autres qu'on connaît, mais on peut penser à un roman, on peut être en train de lire. On est très souvent dans nos pensées ailleurs. On n'y pense jamais. On pense que c'est toujours la même vie. Non, il y a deux vies qu'on mène constamment, qui est celle de là où on est obligé d'être, mais là où on s'évade constamment par les pensées. Et on n'y pense jamais dans ce sens-là. Et votre ailleurs, vous, prend la forme de la poésie, de l'écriture, de l'imagination, de la création? Ben, c'est celui de l'imagination, de la création, du questionnement et bien sûr des œuvres que je vais lire qui vont m'intéresser. Mais oui. Cette posture que vous avez adoptée, cette posture poétique que vous avez adoptée il y a bien des années avec votre avec l'avenue de votre état de poète, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle me permet d'aimer vivre. Elle me permet de découvrir encore et toujours. Oui. Mais il faut les trouver, les objets aussi qui nous passionnent, parce qu'on commence à en connaître un certain nombre, arrivé à un certain moment. Mais le renouveau est toujours là. Ça ne s'arrête pas. Ben, je pense que les gens qui font du jardinage le savent, que la nature, elle parle constamment, elle ne s'arrête pas. On peut présumer de son comportement, mais il y a toujours une nouveauté qui travaille en elle. Mais je pense que c'est la même chose pour nous, à la condition qu'on se donne très tôt des manières de bouger mentalement et physiquement aussi, si c'est possible. Un des nouveaux objets ou un de vos renouveaux dans les textes des dernières années, c'est ce dialogue que vous avez entrepris avec les arts visuels qui ont pris une importance grandissante dans l'écriture, dans la poésie. Comment et en quoi ils vous inspirent? Ben, c'est-à-dire il y a le lieu physique qui est le musée, que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs musées qui sont associés au voyage aussi. Et il y a des œuvres qui parlent, d'autres moins, d'autres qui sont des découvertes majeures, comme l'œuvre de Rothko est majeure. Et j'ai eu la chance d'être invitée à aller lire des poèmes à Houston, où il y a ce qu'on appelle la chapelle Rothko, qui est pas religieuse, mais qui est très certainement spirituelle comme espace aussi. Et le musée, il y a le musée, il y a être physiquement en train de marcher, de m'arrêter, de regarder, d'entrer dans les siècles différents, parce qu'au musée, on passe, bien sûr, on peut être dans le contemporain, mais on passe d'un siècle à l'autre aussi. C'est
toute cette circulation qui travaille en même temps et qui est associée à qu'est-ce que ça signifie d'être un être humain à tel moment, qu'est-ce qu'on voit. La plupart, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas, qui sont invisibles et qui ont sans doute un rôle aussi dans nos vies. Dans nos sens, et nos sens cultivent même une façon de regarder un arbre, de regarder une auto, de l'entendre, etc. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui font que lorsque le sens déborde, il y a toujours une forme de beauté aussi. Déborde ou se précise d'une manière très fine. Les deux fonctionnent très bien pour la beauté dans ce sens-là aussi. Vous travaillez en ce moment sur un essai qui paraîtra bientôt chez Boréal, qui s'intitule « 1969 à 2019, l'entaille et la durée », si j'ai bien compris. Donc, c'est un regard sur votre œuvre. Quel regard jetez-vous sur ces années passées, sur ce chemin qui est le vôtre? Je dirais que le regard, c'est c'est très intimidant d'ailleurs de voir ce qu'écrivait la jeune femme de 20 ans et puis de ce qui s'est écrit en 2019, mais c'est la logique, c'est la cohérence et ce sont les mêmes obsessions qui reviennent sous différentes formes, celle de la poésie, celle de l'écriture, celle du sens, celle toujours quelque part de la justice aussi, de l'égalité, de la justice, de la liberté, qui reviennent dans plusieurs textes. C'est gênant aussi de voir apparaître toute une vie parce qu'on fait les choses au fur et à mesure. Hein, on ne fait pas on se dit, ben là, je vais avoir une période de ceci, une période de cela. Non, c'est la vie qui fait qu'on reste cohérente et logique, mais en élargissant toujours aussi notre regard sur le monde, si je peux dire. Enfin, je l'espère, oui. Mais il faut être obsédé aussi, parce que s'il n'y a pas d'obsession, il n'y a pas de point de concentration, et on a besoin de beaucoup d'attention, de concentration, pour arriver à produire des formes, des récits, même si je ne suis pas une femme de récit, qui soient cohérentes et peut-être stimulantes aussi. Outre ce livre chez Boréal, est-ce que vous travaillez à un nouveau recueil de poésie? Oui, j'écris constamment des poèmes, mais là, je ne peux pas parler de fabrication d'un recueil, d'une intention précise, mais le poème apparaît presque quotidiennement dans ma vie. Le poème et la pensée. Donc, la question du sens, jouée dans le sens justement de l'essai, de la réflexion, de la logique, de la compréhension, et à l'opposé, on a la poésie. La poésie est toujours faite d'une certaine ambiguïté du sens, alors que l'essai essaie de redresser le sens ou de le faire apparaître. Et donc, les deux sont là en moi. Je pense qu'il y a une femme logique en moi et il y a une femme qui veut transgresser, qui veut découvrir, qui travaille autrement, qui en poésie sait que les choses sont ailleurs et différentes aussi. Mais je dis, il y a une femme en moi qui fait ceci et cela, mais ça prend des années avant de comprendre qui on est dans nos pratiques et qu'est-ce qu'il reste de nos comportements. Et c'est assez intéressant de voir ce cheminement-là. Et ça, évidemment, il faut le temps, il faut la durée pour le faire, parce qu'au cours de la vie, on fait un certain nombre, enfin, comme intellectuelle, comme écrivaine, on fait un certain nombre d'entailles dans la langue, dans les idées, dans les valeurs. Et aussi, il faut avoir une vision qui permette aussi la durée. En fait, c'est la durée qui permet la vision, une forme de vision. Et la durée, elle est là, 50 ans déjà de carrière, de nombreuses années encore, on le souhaite. Nicole Brassard, merci énormément de votre générosité. Maintenant, je vous en prie, remercions Nicole Brassard d'avoir été très généreuse. Merci à vous. Si vous le souhaitez, maintenant, lui poser des questions,
Un micro va vous être passé et évidemment, on vous demande d'attendre d'avoir le micro puisque tout est diffusé et filmé, alors pour qu'on entende bien votre question. Alors voilà, si quelqu'un veut poser une question à Mme Brossard. Juste avant de commencer, je vais juste vous dire que nous vous demandons de faire des interventions brèves et en lien avec le sujet. Et nous vous remercions à l'avance pour le respect et la bienveillance de vos propos. Merci. À vos doigts. Bonjour, j'aimerais savoir si votre passion pour l'écriture est aussi grande aujourd'hui qu'au début et en quelle forme elle est différente. C'est une grande question. Je pense que elle est là. Elle est là. Il y a des moments dans la vie aussi où il arrive dans la vie qu'il y a des réflexions, des deuils ou des inquiétudes et qui font qu'il y a une autre version de la vie qui s'offre à nous. Mais je pense que la pulsion d'écriture et la pulsion je disais, d'ambiguïté qui est dans la poésie et la pulsion d'éclairage plus précis qui est dans l'essai, elles sont là, elles sont vivantes et j'en ai la preuve. Je dis souvent en riant que je suis devenue une femme d'arrêt d'autobus et il m'arrive tous les matins d'aller au même endroit et maintenant j'ai un regard différent sur ce qui se passe autour de moi. J'observe des détails que je ne voyais jamais quand je prenais l'autobus auparavant. Je voyais les gens, mais je ne faisais que les apercevoir, alors que maintenant, j'observe. Et donc, il y a des éléments nouveaux qui s'installent dans l'écriture, et ça me fascine aussi. Et un élément que j'ai oublié de mentionner par rapport à l'écriture, là où on est parfois différente dans l'écriture, c'est que j'ai deux types d'écriture manuscrite. J'ai une écriture, la bonne vieille écriture des sœurs là, de l'époque, un peu penchée, si je peux dire, parfois qui est là, puis j'ai une écriture plus à la verticale. Et je sais très bien, selon l'écriture manuscrite, dans quel état je suis, dans quel état d'excitation littéraire je suis. C'est vraiment fascinant. Et quand je vois qu'il y a trop de courbes comme à l'ancienne, si je peux dire, hop, on se repose un peu, on relaxe. C'est réel et c'est physique comme écriture. Ouais. Je ne sais pas si je me suis éloignée de la réponse, mais je pense qu'elle dit que ça continue avec des éléments, des captations nouvelles. Le corps qui traduit l'état poétique. Des captations nouvelles, ça, oui. Finalement. Si je peux me permettre, j'ai une question, quelque chose qui m'a étonnée. Souvent, les écrivains vont passer de nombreuses années avec les mêmes éditeurs. Et j'ai vu que vous avez multiplié les lieux où vous avez été édité. Il y a eu l'Estérel, l'Hexagone, les éditions d'Orphée, de l'Aurore, Boréal, les Écrits des Forges, le Norrois. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que vous avez butiné à toutes ces maisons d'édition? Je me suis posé la question. En fait, j'avais une réponse facile à l'époque. C'est que je voulais des beaux livres, donc il fallait que je me déplace lorsque j'étais certaine que là, je n'aurais pas le livre visuellement conçu donc, le que visuel est très important. Le visuel est extrêmement important, la qualité Il y a eu des infidélités, disons, qui étaient liées à ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu du butinage, mais toujours d'une manière intéressante avec peut-être que c'était des belles propositions, des passions d'éditeurs aussi, parce que c'est important, la passion de l'éditeur. Il y en a qui sont professionnels, très bien, mais la passion est uniforme, disons. Et puis, c'était le Québec aussi. Le Québec, comme présentement, il y a beaucoup de jeunes maisons d'édition qui surgissent. Je pense que c'est lié aux deux. Sinon, je ne connais pas l'explication. Je la trouverai peut-être après mûre réflexion, mais oui. C'est un hasard d'une certaine façon, ou des rencontres amoureuses littéraires, parce que c'est un peu une histoire d'amour entre un éditeur et des histoires son d'amour écrivain et de beauté aussi, de certaines collections, de certains livres qui, à un moment donné, surgissent, oui. De sensibilité. Est-ce que vous avez, est-ce que quelqu'un voulait poser une question? Je repars, désolée. Est-ce que vous lisez beaucoup de poésie, d'écriture des jeunes écrivaines
de ces années-ci? Est-ce que vous avez une pratique une pratique de lecture? Et qui sont les écrivains ou les écrivaines que vous suivez? Bien, il y a un désir d'une pratique de lecture. Parfois, il y a une fidélité, parfois moindre, mais parfois, il y a aussi la participation à un jury qui va permettre une vision assez globale, assez intéressante pour une année. Mais et qui permet de se faire une idée de ce qui se passe. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de créations extraordinaires présentement. Il y a un renouveau. Souvent, on saute une génération. Mais là, c'est une génération il y a une passion pour la littérature, pour l'écriture. Il y a des questionnements aussi qui sont des questionnements d'une génération. Bon, et puis, il y a des gens qui publient, comme je disais, dans l'urgence, de publier un livre, puis à un moment donné, bon, ça va suffire, et puis d'autres qui vont poursuivre. Mais on ne le sait pas, puis on ne sait pas ce que la vie nous réserve non plus. Il y a des gens fabuleux qui se sont arrêtés d'écrire à un moment donné, et on ne comprend pas, à moins qu'ils nous l'expliquent clairement à travers l'histoire ou qu'ils viennent. Mais oui. Parce que l'écriture demande aussi une disponibilité et la vie, parfois, nous malmène. Il y a la vie, mais il y a aussi le désir parce qu'effectivement, on ne devient pas riche en étant poète, surtout en étant poète. Romancier, on a peut-être des chances, je ne sais pas. Et puis, c'est une petite population aussi. Hein, les enjeux, comme quand les gens s'excitent pour les prix littéraires, c'est sûr que les enjeux en Europe ne sont pas les mêmes que les enjeux au Québec pour des questions de population. Mais... oui. Mais vous, c'est une passion, c'est un amour qui vous a tenu contre vents et marées. Bien, c'est-à-dire que je me posais la question aussi récemment sur la notion d'être un écrivain. Qu'est-ce que ça veut dire être une écrivaine, être un écrivain? Je pense que le 19e siècle a montré ce qu'étaient il y avait quelques écrivaines, pas beaucoup, mais a montré c'est quelqu'un qui est obsédé par la chose, qui ne pense qu'à ça, qu'à écrire. Est-ce que les gens vont vivre la même obsession? En fait, est-ce que cette obsession va se poursuivre à travers les nouvelles générations? Parce que l'écrivain avait une posture, avait presque une responsabilité sociale. Vous êtes écrivain, donc ou écrivaine, donc vous devez avoir des idées politiques en plus, etc. Il y avait vraiment le personnage de l'écrivain et de l'écrivaine. Je dirais que peut-être que celui de l'écrivaine va venir un peu plus tard, comme avec Colette, Virginia Woolf, mais c'était un personnage. Aujourd'hui, est-ce que l'écrivain est encore un personnage qu'on va consulter, qui va avoir la possibilité de dire son mot en politique, etc. Ça, c'est un questionnement qu'on peut se permettre, à savoir quel était le rôle, la posture de l'écrivain et le personnage de l'écrivain aussi. Oui? Allons-y. Vous avez parlé tout à l'heure de votre écriture cursive, quelle forme elle prenait selon les émotions que vous aviez ou selon l'intensité du propos. À quoi ressemble aujourd'hui et au fil du temps votre rituel d'écriture? Quelle forme ça peut prendre dans votre quotidien? Normalement, le rituel, c'est de l'écriture matinale, très tôt. Et puis de la lecture, mais c'est surtout le matin que l'écriture se produisait, parfois le soir, mais plutôt rarement. Et selon le mode de vie, je dirais que maintenant, il y a eu un déplacement pour des circonstances réelles dans l'après-midi. C'est une autre posture. Et puis, il y a parfois un peu plus de fatigue, il y en avait à 25 ans ou à 30 ans, donc c'est une autre posture aussi. C'est l'habitude d'une certaine posture, l'amour continu des postures littéraires que l'on a rencontrées et que l'on rencontre à nouveau selon nos lectures. Mais fondamentalement, je pense que je suis une écrivaine qui était une écrivaine du matin,
profondément. J'ai toujours aimé l'idée d'être une poète de la nuit, mais ce n'était pas mon cas. Comme j'ai toujours rêvé d'écrire une pièce de théâtre, les gens qui vous disent « Ah, j'ai écrit ça en 24 heures, 48 heures, c'était formidable. » J'ai toujours rêvé, mais ça ne s'est jamais produit encore. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour tout ce que vous avez dit. En tout cas, je ne sais pas pour mes amis autour, mais ça résonne beaucoup en moi en tant que jeune poète lesbienne qui a beaucoup de pulsions d'écriture aussi. Puis ma question, en fait, j'ai lu un article dans la revue LQ qui était, une édition Écrire queer. Puis il y avait une entrevue que vous aviez donnée. Puis ça parlait justement un peu de la signification du mot queer, qui est une identité qui englobe beaucoup de réalités LGBTQ+, et compagnie. Puis j'aimerais vous entendre sur... Je me rappelle, il y avait une phrase dans l'article où vous aviez écrit « Je ne peux pas dire au revoir au mot lesbienne ». Oui, c'est juste. Puis ça m'avait vraiment marqué parce que c'est un mot qui est parfois dans notre cheminement qui est difficile à accepter puis à assumer. Puis j'aimerais vous entendre sur la signification de ce mot-là pour vous. C'est que c'est un mot qui est entouré de littérature, qui est entouré d'écriture, qui est entouré de féminisme, le mot lesbienne. Je pense que c'est la profondeur studieuse que je projette. J'avais écrit, je me souviens à l'époque aussi, un texte sur la lesbienne. Ben, je dis, des lesbiennes, il y en a comme ci, puis il y en a comme ça, etc. Mais fondamentalement, c'est qu'on projette. Et moi, je pense avoir toujours projeté le côté positif sur la lesbienne, et donc ça inclut, à un moment donné, je pensais que toutes les lesbiennes étaient des écrivaines, c'est la projection. Et c'est ça qui est fascinant, comment on projette le côté positif. Et je me disais aussi, si toutes les femmes de la Terre ne projetaient qu'une seule qualité qu'elles ont sur toutes les autres femmes, ce serait extraordinaire, parce que c'est le même principe. Alors, mais c'est profondément associé aussi au féminisme. Et parfois, ça peut être plus éloigné si on pense à Monique Wittig, ça dépend. Puis toutes les lesbiennes féministes américaines aussi, parce que ça a été une époque d'une très grande richesse aussi à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est vous qui le savez, c'est sans doute, je ne sais pas, c'est sans doute différent, mais disons qu'il y avait un mouvement, une solidarité. Il y avait des tragédies aussi, des drames, mais tout ça était porté peut-être par ce grand désir de présence, de visibilité et de dimension positive. Voilà. Oui. Il y a une dame ici qui aimerait poser une question. Elle a un chandail bleu. Mm-hmm. On travaille. Bonjour, j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi la définition du féminisme? Est-ce que ça a changé? Pour vous, ça représente quoi? Bien, si on pense aux féministes du début du siècle, il y avait la question de l'égalité, la question de l'égalité salariale, etc. Mais avec la deuxième vague du féminisme, c'est que les femmes ont bien compris qu'elles avaient certains besoins précis. C'est-à-dire que d'une part, il y a rejeter ce qui est dommageable, puis d'autre part, il y a construire autour de ce qui est positif aussi. Ça a toujours été dans le féminisme en tant que tel, mais c'est immense. Et souvent même, on disait, à l'époque, les femmes ne peuvent pas voir et comprendre parce que c'est tellement gros que ça les jetterait par terre immédiatement. La haine, la misogynie, le sexisme ordinaire. Il y a des mots différents pour parler de l'oppression, de la domination, de l'exploitation et de la haine aussi.
qui est un élément. Alors, c'est tout ça qu'il fallait essayer de comprendre et de démêler, parce que tout ça était parfaitement bien mêlé dans ce qu'on appelait le patriarcat, mais qui était très fortement associé aussi à ce que transmettait, dans notre cas, la religion catholique, entre autres, dans ce qui était convenu qu'une femme allait faire de sa vie, etc. C'est pas réglé, mais disons que le travail de compréhension a été fait. Il est toujours à refaire et à être renouvelé aussi. Par exemple, comment s'appelle-t-elle? C'est une intellectuelle française, Eliou, je crois, où elle dit comment le néolibéralisme a bien utilisé aussi le nouveau désir des femmes pour fonctionner. Et comment il suggère même aussi de nouveaux désirs associés à la liberté et à l'égalité pour que les femmes continuent d'être de bonnes consommatrices. Alors, c'est extrêmement complexe et dans ce sens-là que le féminisme bouge constamment. Mais ce qui est très important, c'est de savoir justement qu'on n'est pas seul. Nous sommes de plus en plus nombreuses. Le thème de la sororité est important aussi oui. pour vous qui traverse votre œuvre aussi. Oui. Et vos gestes aussi, les gestes que vous avez posés, la maison d'édition que vous avez fondée, l'anthologie, cette sororité-là, elle est présente toujours, elle est essentielle. Oui, oui. Oui, parce que ce n'est pas que de réfléchir, c'est de partager des lieux, des espaces littéraires, des espaces physiques, des expériences. Et tout ça, ça s'est fait et ça va continuer, je présume, de se faire. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Nicole Brossard. Je vous invite à aller rencontrer Mme Brossard. Elle sera derrière pour une séance de dédicace. Merci de votre présence. Merci énormément de votre générosité et avoir accepté de nous parler un peu de vous, vous qui n'aimez pas trop parler de vous-même. Et un très grand merci pour vos questions et un très grand merci à la Maison de la littérature et au festival aussi, en toutes lettres. Merci. Merci vous.